je pense que bon, il y a plein de façons de réussir différentes. Et c'est sûr que dans le leadership, dans les postes à responsabilité, il y a beaucoup de narcissiques et de psychopathes. Parce qu'ils sont attirés par la reconnaissance et par ce besoin d'être adoré, admiré, d'être dans une position de force. J'ai un ami qui fait cette thèse en management sur le sujet, justement, sur la prédominance des sociotypes extrêmes, notamment les pervers. Enfin, tu vois, c'est un truc qui définit dans les hautes sphères du pouvoir, et en particulier dans les boîtes du CAC 40, dans la technocratie, tu vois, dans les hautes sphères du pouvoir public. Parce que par définition, c'est eux qui seront le plus attirés. C'est un truc de théorie des jeux presque. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux qui seront le plus attirés par cette quête-là de puissance, de pouvoir, de reconnaissance et d'argent. Ouais. Je dirais même de pouvoir, de reconnaissance et d'argent. Et par là même, qui sont prêts à sacrifier le plus des autres choses. Donc, entre quelqu'un qui est prêt à sacrifier 99,9% de sa vie pour cette quête, et quelqu'un qui est plus équilibré, qui est prêt à donner 70%, mais il faut quand même un peu de temps pour sa famille, ses amis, sa santé. Au final, ça auto-sélectionne, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vérité, le mec, il est prêt à investir juste plus que celui qui cherche... Il y a aussi ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a un peu de ça. Enfin, plus de son essence, en fait. Okay. Prêt à tout donner. Et ouais. Ou alors, l'hypothèse de mon pote, c'est qu'il y a un système aussi de cooptation des pervers entre eux, tu vois, qui se reconnaissent et qui prospèrent mieux avec ce genre de société. Pas tous les narcissiques sont pervers. Je veux parler de narcissisme. On aime bien les narcissiques. Non, c'est une blague. Non, mais c'est important. Ouais, non, écoute, intéressant. Et je sais plus quelle était la question initiale. C'était sur lever des fonds. Des fonds, en fait, je pense qu'en résumé... C'est intéressant aussi, ces sujets un peu de psychologie. Exact. Comment ça se... Il y a des livres qui sont écrits, j'en ai un que j'ai pas lu. Mais Hypomaniac Edge, je crois. Qui parle justement du fait que beaucoup de... Mais justement, lever des fonds, parfois, plutôt que de répondre à un besoin de cash, ça répond à un besoin de validation. Et c'est le truc, le délire, tu vois, genre... je vais avoir mon article dans Madines et ma photo avec mes autres cofondateurs et sur moi, la couverture. Ça m'a toujours surpris parce que nous, on a commencé sans lever de fonds. On a levé 4 millions. Ouais. Et un peu, c'est ça ton milestone, quoi, ton achievement, c'est ça. Ils font pas de cash en plus. Donc ouais, alors que avec tes 4 millions, tu as embauché 30 personnes que tu as revirées après, que tu avais un business model que tu as changé 3 fois. Et finalement, c'est intéressant parce que le fait d'avoir survécu à ça, c'est plus intéressant que d'avoir levé 4 millions, tu vois, in fine, que tu as gâché au final. D'où le fait qu'au final, en réalité, moi j'avais un peu de mal avec ça avant, mais en fait c'est une réalité. Il faut souvent 1 ou 2 ou 3 ou 4 casseroles de boîte pour commencer à réussir. Parce qu'en fait, c'est trop complexe. Ouais. T'étais obligé de casser quelques œufs au passage et de merder un peu, de te rendre compte, ah bon, là en termes de management, c'était pas ouf. Là en termes de product market fit, c'était pas ouf. Et en fait, je me suis entêté à faire... Et au final... Aujourd'hui, je suis assez confiant que même si Alpha Body ça se pétait, soit je pourrais en restarter une, soit, tu vois, parce que j'ai acquis tellement un bagage de compétences qu'en fait ça va de plus en plus vite. Mais tu peux pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question comment démarrer, et il y a de plus en plus de formations sur l'entrepreneuriat. Et je pense que tu peux pas former à ça. Tu peux que le vivre. Ben, c'est intéressant ce que tu dis sur la... Et pour moi, c'est bizarre que j'en arrive à cette conclusion parce que je suis le plus addict du monde aux livres et aux formations et tout. Donc, franchement, pour que ça vienne de moi, c'est chaud. Mais en fait, je me rends compte que tu as trop de micro-détails. Et c'est pour ça que j'ai un certain agacement avec tous les gars qui forment à l'entrepreneuriat aujourd'hui et qui n'ont jamais monté de boîte. Surtout les gamins ou les gamines de 22 ans qui t'expliquent comment démarrer son business en ligne alors que c'est leur premier business en ligne et qu'ils n'en ont pas fait un premier avant. Parce qu'en fait, tu as trop de micro-détails, de nuances, même si tu appliques une formule que tu as copié-collée aux États-Unis ou sur un autre mentor, il faut avoir vécu. Ouais, mais après, le fait d'avoir trop vécu, de se poser trop de questions, ça devient aussi un frein. Et finalement, on en parle souvent, c'est pour ça que souvent les anciens consultants, tu vois, qui sont habitués à observer des problèmes et essayer de trouver des solutions en permanence,
ils deviennent des mauvais, enfin pas tous, hein, mais ils sont souvent des mauvais fondateurs parce qu'ils ont du mal à faire les choses, parce qu'ils sont là particulièrement à s'interroger, à être un peu agnostiques sur la situation, se dire ok, il faut que j'ai toutes les inputs avant de prendre une décision, et ils ont du mal à, alors qu'ils comprennent. Il faut un biais pour l'action, il faut un biais pour que j'ai pas toujours, hein. Moi je suis assez analytique aussi, donc je dois lutter contre moi-même. Parfois il faut prendre des raccourcis, tu sais, comme Alexandre le Grand qui tranche le nœud gordien d'un coup d'épée en disant mec, j'ai pas le time, tu vois, je suis en pleine conquête, je vais pas faire ça en fait, et c'est une solution, tu vois, mais c'est un shortcut. Écoute, c'est intéressant aussi parce que cette espèce de quête statutaire de j'ai levé des fonds, j'ai réussi, c'est une espèce de paradigme que tu trouves beaucoup dans la sphère startup et qui est un peu un truc très asphyxiant en fait pour l'entrepreneur, parce que les gens pensent que si tu es entrepreneur et que tu lèves pas des fonds, tu es un loser. Et je pense que c'est... Il y a des gens qui pensent ça ? Ben, en tout cas, il y a une certaine galaxie d'entrepreneurs qui le pensent. Et moi, je me souviens... je suis assez copain avec Damien Morin. Tu te souviens de Damien Morin, c'est un super entrepreneur, c'est le fondateur de Mobile Club. Mobile Club, c'est un super business. Morin. Pardon ? Morin et Morin. M-O-I-R... non. M-O-R-I-N. Morin. J'ai une crise de dyslexie là. Waouh. Devant tout le monde en plus, mon Dieu. C'est pas grave. Donc Damien Morin, c'est un génie, c'est un gars top. Il est entrepreneur très 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 tôt. Et il a créé sa première boîte qui existe toujours, Save. C'est les corners de réparation de smartphones. Il a créé ça à 23 ans. Ça a été un énorme succès très rapidement. Et justement, lui, il a levé très vite des fonds colossaux. Il a été un peu happé par la fame, couverture de challenge, documentaire dans Capital. Et à 25 ans, c'était devenu une superstar qui avait levé des fonds, genre 15 millions. Et un an plus tard, faillite. De Save. Faillite de Save. Il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas vues. Le fait que il y avait beaucoup de vols dans les corners, qu'il y avait des trucs de logistique qui fonctionnaient pas, qui fonctionnaient très bien sur Excel. Grosse réalisation, mais aussi grosse leçon d'humilité. C'est le moment, tu vois, en fait, il avait été porté au nu. Et en fait, le fait de la séquence, j'annonce la levée de 15 millions et je suis en faillite où il y a que un an, tu vois, ça a attiré la méfiance. Et donc en fait, au bout d'un an, c'est juste ce qui est arrivé, tu vois. En vrai, les flux, ils ont ouvert des centaines et des centaines de corners, ce qui a fait scaler les problèmes en plus de scaler le business de vente, et faillite. Et en gros, ça l'a amené à devenir beaucoup plus humble en fait. Dans le restructuring de Save, les gens l'ont jamais vu parce qu'on n'en a jamais parlé. Il n'y a pas eu de presse, il n'a pas fait de podcast dessus, mais il a redressé la barre. Tous les investisseurs ont récupéré leur argent. Donc ça existe encore. Tu sais, il y a les plusieurs statuts, elle n'était pas en... Elle était en redressement. Elle était presque en liquidation. Mais finalement, il a réussi à redresser la barre. Tout le monde a récupéré son argent. Quand il a créé Mobile Club, il n'en a parlé à personne. C'est un business qui... c'est des dizaines de millions d'euros de revenus, tu vois, sur de la location de mobile. Tu me parlais de fleet, c'est ça c'est la même chose, en fait, pour les mobiles et maintenant pour les ordinateurs. Mais je crois que c'est beaucoup plus gros. et finalement, il l'a refait en mode modeste. Il a plus levé avec des fonds de capital risque. Il n'a pas accepté, tu vois, qu'on le mette en valeur de manière outrancière, le génie de l'entrepreneuriat et tout. Il a fait de manière beaucoup plus pragmatique. Justement, on se finance d'abord par le business et ensuite... Si tu veux être vraiment entrepreneur, tu n'as pas besoin d'être mis en valeur pour ton entrepreneuriat. Sauf si tu as besoin de ça. En fait, si ton moteur c'est la fame, l'entrepreneur, enfin l'entrepreneur successful, que tu t'étais tapé à l'école et que tu veux surcompenser ça en étant le big boy après le lycée, malheureusement c'est ce qui va se passer et c'est dur à déconstruire après. Je pense qu'il faut se prendre une méga claque. Et voilà, justement, toutes les erreurs qu'il avait fait sur son premier business, en plus d'avoir levé des fonds trop et de pas avoir vu les sujets opérationnels en amont, tu vas pas avoir vraiment testé, il a pas refait sur Mobile Club, il a tout refait de manière humble, beaucoup plus data driven. En gros, tout est chiffré, tout est monitoré, il y a pas un truc qui se déplace sans qu'il y ait une trace dans un système et dans un fichier. Et en gros, toutes les erreurs qu'il avait fait la première fois, il les fait pas la deuxième fois. Et ça, c'est hyper inspirant. Et tu te dis, en fait, en vrai, finalement, le fait qu'il ait un peu raté sa première expérience, ça lui a permis de cartonner la deuxième. Et toi, tu trouves que c'est à partir de la troisième, quatrième? Moi, je pense que ça dépend combien d'erreurs tu as fait la première fois. Tu vois. Je dis ça comme ça, mais en fait, ça peut être...
Ça peut être la deuxième, ça peut même être la première, mais effectivement, les erreurs, c'est... T'as raison, il y a plusieurs aventures entrepreneuriales dans une Ouais. une boîte, en fait. Tu vois, tu as plusieurs... Les erreurs, ça fait partie du sujet, donc il faut les prendre en compte. Du coup, oui, il faut que tu me parles, finalement, de la vente de ta boîte Not So Liquid qui est arrivée récemment. Donc, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Dis-nous tout. Écoute, nous, donc, on s'est lancé en autofinance. On a fait des deals dès le début, avant même d'incorporer la boîte, et on a incorporé la société que quand on était sûr de faire du chiffre d'affaires. Et en gros, on incorpore la société, on envoie les factures pour un truc qu'on avait, notre premier deal. Donc en gros, on s'est autofinancé très vite. On a continué à faire des transactions comme ça, une par une. Et au bout d'un moment, on a commencé à intriguer certains acteurs du marché, du monde financier ou du monde du logiciel aussi. Tu vois, il y avait des plateformes comme Carta, qui est un logiciel de gestion d'actionnariat qui voulait monter un truc similaire à ce qu'on faisait. Donc on avait été approché par ces gars-là. Il y avait des fonds. Ça, c'est un truc. C'est comme un SaaS qui fait. C'est un logiciel qui fait ton Excel d'actionnaire, quoi. C'est un Excel d'actionnaire géant qui permet. Coûte une blinde, il paraît. Qui est obscènement cher, c'est ça. Qui est obscènement cher, qui est hyper. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est juste un SaaS qui donne ses actionnaires, c'est ça. En gros, ça pourrait être un Excel. Qui est devenu un standard, et du coup, ça fait un effet. Il y a un effet réseau, en fait. Voilà. Il y a un network effect très très fort parce que, comme les investisseurs l'utilisent, comme les boîtes aussi. Les avocats aiment l'utiliser. Donc tu as une espèce de biais de... Mais en fait, c'est un Google Spreadsheet, quoi, le truc. Mais c'est très joli. C'est très joli. Waouh. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, ouais. En gros, on rapproché. Donc on a commencé à craquer cette niche du secondaire que personne fait en Europe. Tu vois, tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, notre approche, elle est unique. On a un peu copié-collé des modèles aux US qui marcheraient bien. Mais on est tous là. Mais en revanche, on est sur un marché plus balbutiant et qui commence à intriguer, et on est les seuls à vraiment traiter le sujet de la liquidité pour les gros actionnaires de scale-up. Et donc on a été approché par plein d'acteurs qui voulaient faire des partenariats, qui voulaient nous tester sur des sujets, et donc on a commencé à construire des externalités avec plein de players comme ça. Et il y en a un d'entre eux qui s'appelle Bryan Garnier. On a fait un deal avec eux en 2022. C'est quoi Bryan Garnier ? C'est une banque d'affaires. C'est une banque d'affaires franco-américaine à l'origine, qui était créée dans les années 90. Et c'est des banquiers de la technologie. En gros, ils font des introductions en bourse pour des biotech. C'est eux qui sont occupés par exemple de Moderna. C'est Moderna, les vaccins. Ils ont fait toutes leurs levées de fonds en capitaux privés, puis les ont introduits en bourse. Ils font un peu comme ce qu'on faisait chez Leven, mon ancienne boutique, mais en beaucoup plus gros, beaucoup plus international, beaucoup plus développé. Et surtout, ils font ça depuis très longtemps. Et donc, en fait, ils travaillent pour des sociétés de technologie, mais pas les mêmes que mon écosystème à moi de base. C'est pas des sociétés venture. Tu vois, nous, nos clients, c'est des gens comme Revolut, Payfit, Algolia, des sociétés de l'écosystème venture. Eux, ils bossent pour des boîtes qui font des LBO ou des introductions en bourse, soit des biotech, soit des logiciels qui existent depuis les années 90 et qui en sont au 5e LBO. Donc, en gros, on a un métier qui les intriguait, le secondaire, et en plus, on travaillait pour des sociétés, enfin sur des sociétés, parce qu'on ne travaillait pas directement pour les sociétés, qui les intéressaient aussi. Donc il y avait des synergies. Et très vite, ils nous ont dit, après qu'on ait fait un deal ensemble, une transaction, ils disent, vous voulez pas, est-ce qu'on peut mettre un petit ticket, quoi ? Est-ce qu'on peut investir dans la boîte ? On dit, non, nous ne levons pas de fonds. Mais merci pour le compliment, mais non merci pour l'opportunité, restons amis, on se reparle. Et en fait, donc, on a continué en 2022 à se développer. En 2023, on est parti Station F, on s'est pris des bureaux dans le 9e, on a commencé à recruter. Et là, méga gros trou d'air sur le marché. 2023. Et en vrai, tu t'es dit, putain, j'aurais dû prendre le petit ticket. Est-ce que t'as eu un moment ? Non. Je ne regrette rien, comme disait Piaf. Mais t'as eu un moment où tu t'es dit, oh ! Et en tout cas, on était au point où toutes les pièces, elles tombaient toujours du mauvais côté. Genre, c'est bon, là, on va avoir 300. Ah bah non, merde. Et tout tombait du mauvais côté, alors qu'on avait plus du tout la même structure de coût. Tu vois, un an plus tôt, on était juste moi et Pierre, mon associé. Et là, on était 8 et dans des bureaux dans le 9e. Alors qu'on payait rien à Station F jusqu'alors, mais on avait voulu grandir. Et donc, voilà, il s'est passé coup de ciseau, comme on dit, hein.
tu as essayé de grandir et en même temps, Exactement. moins de volume d'affaires. Exactement. En gros, le plan se passait pas comme prévu et on s'est dit que oui, ben, on est sur un marché difficile, c'est une niche, donc il n'y a pas 36 000 transactions qu'on peut faire. Tu vois, en vrai, il faut vraiment aller dénicher des sujets où on est pertinent au bon moment pour le bon type d'actionnaire, pour le bon deal. Et même quand on a le bon deal, ben, il peut se passer plein de trucs pour que le truc se fasse pas. Tu vois, typiquement, ben, Revolut, c'est une société qu'on adore. C'était un de nos tout premiers sujets en 2021. On avait fait une transaction d'une 60aine de millions dessus, clac comme ça, mais en mode 2021, tu vois, où c'était l'argent gratos et tout. On est censé faire la même chose en 2023 pour un actionnaire londonien, une plateforme de crowdfunding qui est à gros bout de Revolut. Et Revolut dit au dernier moment, tout est ficelé, on a toute la doc signée, on avait presque déjà dépensé l'argent. Pierre, il dit je vais me reprendre une nouvelle Porsche. Et vraiment, on était dans l'étape d'après. Et en fait, shutdown, le Revolut appelle l'actionnaire et il dit non, les mecs, c'est mort, vous vendez pas là maintenant, on annulera vos actions, on vous emmènera en justice si jamais vous menez la transaction au bout. Donc vous arrêtez. Je sais pas si tu as le droit de donner les détails, mais c'est intéressant parce que finalement c'est du secondaire, donc ça impacte peu l'entreprise en question. Ben, on pourrait penser ça, mais en vrai, il y a quand même des enjeux un peu connexes au financement qui arrivent dans le secondaire. Typiquement, nous on fait des secondaires avec une valorisation qui est définie par les actionnaires qu'on ramène et qui n'est pas forcément aussi bien que la valorisation qu'ils avaient obtenue pour les levées de fonds précédentes. En gros, ça les aurait impacté négativement en termes de valorisation. En gros, il y a des décotes. Il y a des décotes. Tu me diras, s'ils ne lèvent pas de fonds en ce moment, ça ne change rien. Mais ça laisse une trace. Tu vois, en gros, il y a une transaction avec une décote. Il y a aussi le fait que ils veulent savoir qui rentre et sort de la cap table. En gros, ok, c'est un peu une prise d'otage, mais ils sont quand même contents de savoir qui est là. Tu peux pas obliger l'entreprise à accepter une vente secondaire sans son accord. Alors techniquement, on peut. Tu vois, il y a des moyens un peu détournés. En gros, ce qui régit vraiment la liquidité, l'entrée et la sortie dans le capital, c'est le pacte d'actionnaires. C'est ça qui te dit peu ou prou comment tu peux vendre, à quel moment, c'est quoi les contraintes, le protocole quand tu vends, et ça peut être assez restrictif. En droit français, tu peux pas le rendre très restrictif. En gros, personne peut t'empêcher de vendre ce qui t'appartient. Tu vois, c'est un peu ça le droit statutaire, le droit commercial. Il te dit, tu as une propriété, tu as le droit de la céder. Et en gros, les contrats qui t'empêchent, tu vois, qui rendent illiquides les choses, souvent ils peuvent devenir caducs en fait. Tu vois, mais j'imagine ce que tu vas dire, c'est si t'as pas la société de ton côté, exactement. Ça complique. Si t'as pas la boîte on board, nous, clairement, tu vois, exactement. Et si le vendeur dit désolé, en vrai, là je vends 1% de ce que j'ai dans Revolut et Revolut me dit de pas vendre, c'est trop risqué pour moi de les aliéner et ils vont me détester en fait si je vais contre eux, donc je casse moi la vente en fait. Et on peut pas forcer le vendeur à vendre dans ce cas-là. Ouais. En fait, il s'est fait bully. Il s'est fait bully par le mec. Et il nous dit non, je le fais pas. Et nous, du coup, il avait vendu un petit bout en plus. Il vendait un tout petit bout, tu vois, en vrai. Juste un peu de cash, quoi. En gros, c'était peut-être une transac à une vingtaine de millions, je sais pas quoi. Donc rien au regard de ce que Revolut, ça vaut 33 milliards, tu vois. Donc ça nous semblait pas très impactant. C'est pas coté. Mais justement, c'est pour ça aussi qu'ils sont intervenus, parce qu'ils veulent. Nous, notre hypothèse, c'est qu'ils sont en train de préparer l'introduction en bourse. Donc ils veulent que personne ne bouge, on attend, on crée pas de bruit, pas de vague. Donc toi tu vends pas, toi tu vends pas, vous bougez pas lors de l'IPO. Exactement. Et nous on a pensé ça. En gros, donc on s'est fait victimiser par un contexte de marché. Tu vois, en gros, Revolut, ils ont leur life. Et donc en gros, trop trésorerie. Donc on se dit, ok. De collaborateurs. En tout cas, je ne sais pas si on va dire ça, mais on s'est retrouvé avec une structure qui était lourde, des deals qui pouvaient tomber du mauvais côté. Et il y a eu celui-là qui c'était beaucoup d'argent, mais plein de petits, où à chaque fois il y avait une catastrophe. Ah mon dieu, un météorite est tombé sur l'investisseur. Mais que des trucs absurdes, tu vois, genre vraiment les signes noirs en série. Ils sont tous noirs. J'ai eu déjà des passages comme ça où je suis en mode, mais pourquoi? Là, il y a ça, je répare, et après, il y a d'autres trucs qui cassent. Ah, c'est ça, la loi de Murphy. Ok, ouais. Got it. Donc, le cash se restreignait, on a optimisé, et tout ce qu'on avait mis de côté commençait à se partir quand même. Et ça ne veut pas dire qu'on allait se planter, mais ça veut dire, c'était juste le message, c'est être entrepreneur, c'est dur, créer un nouveau marché, c'est pas facile, être tout seul dans un monde où les gens ils sont beaucoup plus gros que toi,
tu peux te faire bully et tu peux même te faire t'as moins de pouvoir et de levier que quand tu es dans une grosse structure. Et puis t'as un cash flow qui est incertain en plus. Exactement. Mais c'est le cas aussi. Donc, autant tu peux avoir des très bonnes années. Ouais. C'est comme dans le monde de la finance en général. D'ailleurs, dans le monde de la finance, on a bossé tous les deux en finance. Ouais. T'as un vrai sujet de cycle. T'as une cyclicité, ouais. T'as un macro cycle equity où ça pète du feu de Dieu, c'est c'est la meilleure division où bosser, machin. Ouais. Après, ça va être les instruments fixed income. T'as des années, t'as eu des morceaux de 5 ou 10 ans où c'était la classe de bosser en fixed income chez telle ou telle banque d'affaires. En dette, ouais. Et tu vois, et en fait. Même les cryptos, tu vois, tu pourrais l'inclure, les commodities, tu as des macrocycles, l'or il explose, après le pétrole il explose, et après pendant un temps, mais c'est le truc, c'est le plus minable qui existe. Et je pense que pour les levées de fonds aussi, t'as des cycles courts, des cycles moyens, des cycles longs, et là on était sur un cycle bad luck qui s'enchaînait. Alors on y serait sûrement arrivé, mais c'était un peu le point de réalisation, un peu... humbilisant, on va dire. Humbilisant. On devient humble d'un coup. Tu dis, ok, certes, on a eu de la chance jusqu'alors, on a cartonné, mais everything can go bad. Et en fait, l'opportunité, c'est pas le cash en tant que tel où on se dit, on aurait dû prendre le cash. C'est c'était la perspective de faire partie d'un ensemble. Tu vois, qui est résilient et justement qui a plusieurs cycles parce qu'ils font de l'introduction en bourse, ils font du restructuring, ils font plein de métiers et puis surtout ils vont pas faire faillite, tu vois, ils font 100 millions de chiffre d'affaires, tu vois, ici un petit trou d'air, ils peuvent absorber, nous on peut pas. Donc en fait quand ils reviennent vers nous, c'est pas nous qui revenons vers eux et qui nous disent on aimerait bien rediscuter avec vous, tout de suite on se dit ok, s'ils nous refont la même proposition que l'an dernier, on prend cette fois. Et sauf qu'ils sont revenus avec une proposition très différente et mieux. Enfin, qui paraissait plus cohérente et justement qui est, avec ce qu'on avait vécu, qui nous paraissait encore plus intéressante. Ils disent, en fait, la prise de participation, c'était une mauvaise idée. Clairement, vous n'êtes pas une start-up, mais vous êtes comme nous, un peu une mini-banque d'affaires, sauf que vous êtes sur un sujet très précis. Nous, on pense le mieux, c'est l'adossement. En gros, on vous rachète, vous devenez une business unit chez nous, un département, et vous venez dans nos bureaux. Et on était genre... dans le bureau, mon Dieu. Mais comme ça, il y a un point de contact entre vous et toutes les autres équipes. Et déjà, il y a du ruissellement sur les practices que vous avez, votre métier, tout le monde voit ce que c'est, et les gens, ils peuvent vous aider. Et inversement, vous pouvez aider les autres à apporter, je sais pas, des investisseurs ou des deals que vous pouvez pas faire parce que c'est hors scope de notre liquide. C'est ça que j'allais dire. Bon, corrige-moi si je me trompe. Mais comme eux, ils sont sur plusieurs sujets, ils ont des cycles qui sont pas matchés avec les vôtres. Donc, l'écosystème Bryan Garnier, il trace sa route et il peut avoir une business unit qui est la vôtre, qui a un mauvais cycle, et après vous allez peut-être exploser dans l'année d'après, et après eux ils vont un peu chuter et le bateau il... tu vois, typiquement ils ont un département introduction en bourse et on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'introduction en bourse en ce moment, et donc là les mecs ils attendent un peu que l'orage passe, et pendant ce temps l'équipe M&A elle cartonne, tu vois, il y a plein de boîtes qui se vendent en revanche. D'accord. Et donc là, c'est leurs bonnes années à eux. Mais en 2019, 2020, 2021, l'équipe ICM, donc qui fait les introductions en bourse, c'était les stars et c'était ils sponsorisaient le reste des autres. Genre, non mais là c'est pour moi. Non mais c'est ça. Et c'était clairement ça. Et donc maintenant on est dans un ensemble comme ça. Et aussi, il y avait plein d'opportunités qui nous arrivaient. Il y a soit le cas où c'était genre beaucoup trop ambitieux pour les petites boutiques alternatives qu'on était à ce moment-là, en disant ok, on va quand même pas conseiller un fonds souverain dans la vente de toutes ses participations, l'opportunité elle est géniale, mais il va se passer un truc qui va faire que soit on n'a pas le deal ou on va pas y arriver en fait. C'est pas forcément les ressources quoi. On n'a pas la taille critique, on n'a pas les ressources, on n'est pas prêt pour ça en fait. Et ce truc-là, c'est typiquement cas 1. Le cas 2, c'est des projets tu vois qui étaient pas juste du secondaire. Tu vois, soit tu vends une part stratégique de la société. En gros, c'est pas juste du courtage, mais ça devient vraiment une vente partielle de la société. Tu vois, et ben là, théoriquement, on aurait pu le faire, mais c'est beaucoup plus de temps et de travail et d'énergie. Et c'est pas le même réseau, c'est pas le même... En gros, on savait qu'on pouvait prendre le mandat, on savait qu'on était capable de le faire, mais c'était au détriment de notre singularité, de notre thèse, qui était quand même faciliter les échanges de titres. De petits bouts. T'es pris dans le dilemme de l'entrepreneur. Qui est-ce que j'accepte du deal tout venant? Exact. Et je pense qu'on est-ce que je reste en manège quoi. Exactement. Et si on était resté stand-alone, je pense qu'on aurait
les trucs trop ambitieux, on aurait laissé. Les trucs un peu hybrides, mais qu'on est sûr de savoir faire, on les aurait pris au détriment de la thèse de notre Solid Quick, qui n'était pas ça. Tu vois, typiquement, en fait, on cherche moitié levée de fonds, moitié secondaire. Je suis là, viens, on prend. Alors que maintenant, levée de fonds, on envoie ça à l'équipe levée de fonds en interne, et on s'occupe que de la partie secondaire qui est que pour nous, tu vois. Ça nous permet de nous concentrer sur notre niche, et à chaque fois, quand on a des trucs adjacents, on envoie à la bonne équipe. Tu vois, l'introduction en bourse, tu prends ça, ça c'est un M&A, tu prends. Tout en allant piocher leurs ressources à eux, en disant là on a besoin d'investisseurs qui aiment bien investir dans les business consumer aux États-Unis. Est-ce que vous avez une liste d'investisseurs? Ok, on prend. Et le truc hyper ambitieux pour le fonds souverain, là on a une brand qui a un niveau au-dessus, tu vois. C'est Bryan Garnier. Et en plus, si t'as une difficulté technique, t'as forcément quelqu'un dans l'équipe qui sait faire. Ouais. Il y a des experts métiers, donc qui font les trucs qu'on a décrits, et aussi des experts secteurs et qui ont déjà, il y a toujours quelqu'un qui a déjà fait le truc que tu veux faire. Et donc voilà, donc on a pris l'opportunité cette fois. Donc on a vendu à 100%. Maintenant on fait partie d'un ensemble très sympa de 200 banquiers. Donc c'est aussi 200, c'est une grosse boutique. C'est une 200 grosse boutique. En France ou 200 dans le monde? Dans le monde. D'accord. Ouais, c'est une pas mal. boutique, c'est pas mal, tu vois, ils sont une centaine à Paris, peut-être 50 à Londres. Pour donner une idée, genre l'équipe Fusac de Goldman, c'est combien? À Paris? À Paris ou dans le monde, combien de personnes? Je sais pas. Pour se donner une idée de ce que fait une grande banque, ou quand je dis Goldman, ça peut être JP. Non, mais tu vois, par exemple, BNP, Rothschild, je crois que c'est 800 banquiers. À Paris. À Paris. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est donc, une autre taille. Et Lazare, tu te souviens? Ça doit être l'équivalent. Ouais, mais là, je savais pas que c'était si gros que ça. Non, mais c'est gros. Les deux sont cotés en bourse et ils sont plus là pour rigoler. Hein. Et donc on est sur un ensemble un peu hybride qui est une grosse boutique. Donc c'est un peu un site, mais ça reste assez cool l'entrepreneuriat. Parce que là, je me rends compte qu'on jargonne. Pour les gens qui écoutent et qui sont pas du tout dans le monde de la finance, c'est quoi une boutique? Il y a les immenses institutions financières, les grandes banques, BNP, Société Générale. On parlait de Goldman Sachs, ça c'est la catégorie des gros players de la finance. Une boutique, c'est une banque d'affaires, mais à l'échelle locale. Tu vois, en gros, sur une ou plusieurs géographies. C'est une petite banque d'affaires. C'est une petite banque d'affaires. Tout de côté boutique. C'est un anglicisme c'est un francicisme dans l'anglais pour dire le côté. Ça vient comme une boutique finalement. Ça existe aussi dans l'hôtellerie, c'est comme le boutique hôtel. C'est juste bien vu. Et donc là, on est dans un ensemble qui est beaucoup plus organisé, structuré que ce qu'on était tout seul, beaucoup plus fort, résilient que ce qu'on était tout seul, plein de ressources, mais qui reste quand même assez entrepreneurial. Tu vois, en vrai, là, ils sont 200, mais avant le Covid, ils étaient 30, tu vois. Donc, incroyable. Mais je me souviens de camarades de l'école qui avaient fait des stages ou des trucs à notre époque, en 2012. Ils ont mis du temps à décoller. Combien à peu près? En 2000, ils étaient déjà 30. En fait, ils ont plafonné pendant longtemps. Mais je vois, ils ont été vraiment petits. Genre, j'aurais pas postulé. J'aurais pas postulé à l'époque parce que c'était un peu trop petit, tu vois. En vrai, ils ont été créés à la fin des années 90 et ils sont restés pendant longtemps à 10, 15, 20. Et ils ont vraiment commencé à prospérer 2015-16. Tu vois, il y a une espèce de point d'accélération, de switch. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont. D'ailleurs, ça me fait rire parfois. Il y a des boîtes qui craquent leur premier million de chiffre d'affaires annuel ou annualisable si tu convertis le. LRR x12. Si tu fais ton mois x12. Ouais. Et ils se disent, ça y est, je vais faire x10. Et moi, le premier, je l'ai dit. Et moi, à chaque fois, je rigole. Mais en fait, t'as ce qu'on appelle des plateaux. Bien sûr. Donc, quand tu as une grosse phase de croissance, à moins d'avoir un produit hyper scalable comme Facebook ou Instagram ou des trucs comme ça, et ou d'être hyper financé, d'avoir des gros investisseurs derrière. En fait, et d'ailleurs, c'est le problème des boîtes comme la mienne ou la tienne qui sont. Je pense que j'aurais Plateau aussi avec Liquid. Qui sont autofinancés. T'as obligatoirement des plateaux parce que tu es obligé d'arriver, de structurer, de consolider cette croissance pour l'organiser, pour que les bases soient solides pour rescaler. Et les seuls moments où tu peux pas, c'est soit tu es obligé d'être porté par des investisseurs parce qu'en fait, t'as pas besoin de consolider tellement il y a de cash en fait. Et donc les casseroles, elles sont intégrées au fur et à mesure de la croissance. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a plusieurs paliers. Il y a le palier du premier million
t'as le palier des 5 millions. T'en as plusieurs comme ça. Après, ça dépend des business et c'est pas hétérogène. Mais Et puis, en termes de. Il y a le palier palier des nombres d'employés aussi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu as un palier qui est en marketing, c'est-à-dire product market fit et de vente et de chiffre d'affaires. Mais tu as aussi un palier de structure d'équipe. Tu vois, genre, à 10, il se passe un truc. À 50, il se passe un autre truc. Quand on approchait le 10 et tu sentais que... Quand tu as 3, entre une strat de management ou une strat plus des freelances, il se passe un truc. Entre une strat plus des freelances et 2 strats très sérieux, il se passe un truc. Il se passe un vrai truc quand tu passes à... Tu as une équipe de C-level ou de team leader, genre marketing, vente, machin, et tu parles plus aux équipes en truc. Donc il y a 3 strates. Là, il se passe un vrai sujet. Ouais, c'est la question que j'essaie de te poser justement. Je l'ai framé différemment en disant la couche numéro 2 de gens qui sont moins entrepreneurs. Quand tu as 3 couches, et que si tu as des clowns à la couche 2, donc les managers middle management. Des clowns, t'as dit ? Ouais, si tu as des clowns, là tu tues ta boîte. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Ouais, bien sûr. Et quand je dis clown, c'est pas forcément... Oui, c'est un peu dénigrant, donc on va éviter, mais c'est pour reprendre le terme de Steve Jobs. Oui. Il a une super métaphore qu'il appelle la 6-8, les clowns suite. Non, la Bozo explosion. Un Bozo, B-O-Z-O, c'est un clown. Hein. Oui, bien sûr, Bozo le clown, c'est une figure de la télévision américaine. Du coup, il dit que la Bozo explosion, c'est que en fait, les A-players, donc les top performers, ils recrutent des A-players. Ils vont aimer bosser avec des A-players pour se sentir poussés vers le haut. Mais t'as raison, il disait aussi que les B-players, ils vont se sentir menacés par les A-players, donc ils vont recruter des C-players. Voilà, mais alors que celui qui est B-player, donc on va dire pour métaphoriquement le 10 sur 10, il veut bosser avec des 10 sur 10. Le 7 sur 10, il va se sentir menacé par les 8, 9, 10, les gens qui sont meilleurs que lui. Alors, c'est quand même hyper simpliste comme façon. Il y a aussi beaucoup qui se joue en termes d'ego, de connaissance de soi, d'estime de soi et de maturité émotionnelle de la personne. Mais finalement, là, on en revient à un tout. C'est-à-dire que la personne, finalement, parfois, il vaut mieux un petit peu moins de QI et que la personne soit mature émotionnellement et se sente pas menacée par des gens qui sont meilleurs qu'elle. Bah, tant mieux s'il y a des gens. Ça, c'est un truc que moi aussi, j'ai dû beaucoup travailler. C'est-à-dire pas vouloir être le meilleur partout. C'est juste, en fait, je veux bosser avec des gens qui sont meilleurs que moi dans ces trucs. Mais c'est un truc inconscient parce que personne ne dit « Oh là là, mais bien sûr que moi, je me sens pas menacé. » Mais inconsciemment, dans ce que tu fais, dans ce que tu montres, c'est pas la même chose. Mais pour revenir à la Bozo explosion, du coup, ce 7 sur 10 ou ce B-player, il va se sentir un peu menacé. Du coup, il va préférer prendre un 6 sur 10 quand lui, il recrute. Et donc, le manager intermédiaire qui a un 7, il va recruter des 5 et des 6 au-dessus de lui, donc des C-players. Mais si l'entreprise continue de scaler, vénère, ça va... les C, ils vont recruter des D, les D, ils vont recruter des O, et c'est l'explosion des clones. La Bozo explosion, c'est un truc de Steve Jobs. Et en fait, ça, c'est un vrai truc qui arrive. Ça m'est arrivé. On n'en parlera pas dans ce podcast, mais c'est un truc où tu te retrouves avec des gens qui sont à un niveau ou deux de... J'ai eu jusqu'à 4 niveaux. Donc, ceux qui sont pas direct avec toi, parce que ceux-là, tu les connais, mais ceux qui sont à 2 ou 3 niveaux de toi, en fait, tu as des niveaux de compétences, d'engagement dans la société qui sont complètement éloignés de ce que la réalité de ton entreprise nécessite. Et c'est des gens qui peuvent te tuer ta boîte. Moi, j'ai eu des trucs, des problèmes opérationnels hyper graves à cause de ça. En 2021. Donc, ça fait un mois, mais on en reparlera une autre fois. Peut-être qu'on fera... Si tu veux, tu m'intervieweras pour un podcast sur Alpha Body. Avec plaisir. Comme ça, on garde tout pour un coup. Mais même pour moi, c'est compliqué à parler. Mais non, j'ai eu des graves problèmes opérationnels à cause de ça, où tu avais des gens qui étaient 2 ou 3 strades en dessous de moi, dans la hiérarchie de l'entreprise, qui n'étaient pas du tout au niveau, ni en termes de performance, mais même en termes d'engagement et de professionnalisme. Et du coup, ça a donné beaucoup de coquilles en masse à une période qui nous ont coûté très cher.